Le 23 octobre 1871, dans les décombres encore fumants de l'hospice de la Salpêtrière, les pompiers découvrirent une fillette de 8 ans, intacte au milieu des corps calcinés. Catherine Doyle ne pleurait pas. Elle récitait des noms, des dates, des détails si précis sur les tortures infligées aux malades mentaux que les autorités préférèrent classer l'affaire comme un accident. Mais ce que Catherine avait vu dans les sous-sols de cet hospice allait ébranler les fondements de la médecine parisienne et révéler l'existence d'un réseau criminel qui s'étendait jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir. Si cette histoire vous intrigue déjà, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Car ce que vous allez découvrir sur les pratiques secrètes de l'un des plus respectés hôpitaux de France pourrait bien changer votre vision de la médecine du XIXe siècle. Paris, automne 1871. La capitale française panse encore ses plaies après les événements tragiques de la Commune. Les barricades ont été démantelées, les morts enterrés à la hâte, mais l'odeur de poudre et de sang imprègne encore l'air parisien. Dans ce climat de méfiance générale où les dénonciations fusent et où chacun suspecte son voisin d'avoir sympathisé avec les communards, les institutions médicales jouissent d'une autorité quasi divine. Elles incarnent l'ordre, la science, la respectabilité bourgeoise que la République renaissante tente de restaurer. L'hospice de la Salpêtrière, cette forteresse de pierre grise située dans le 13e arrondissement, incarne alors le summum de la science médicale européenne. Ses murailles de 15 mètres de haut, percées de fenêtres grillagées, domine un terrain de 47 hectares où s'entremêlent jardins soignés et cours pavés. L'architecture même du lieu inspire le respect et la crainte. Ces bâtiments néoclassiques, ces longues galeries voûtées, ces escaliers monumentaux évoquent davantage un palais qu'un hôpital. Fondé sous Louis XIV comme arsenal à poudre, puis transformé en hôpital général pour femmes indigentes sous l'Ancien Régime, la Salpêtrière abrite en cette fin de siècle près de 8000 âmes. Femmes hystériques, aux crises spectaculaires, idiotes congénitales, au regard vide, épileptiques, aux convulsions terrifiantes, prostituées vieillissantes rongées par la syphilis, criminelles en sursis, échappant à la guillotine, toute la misère féminine de Paris se retrouve enfermée entre ses murs. L'établissement fonctionne comme une véritable ville dans la ville, avec ses propres règles, sa hiérarchie implacable, ses traditions séculaires et ses secrets bien gardés. Le docteur Jean-Baptiste Charcot règne en maître absolu sur ce royaume de la folie. Âgé de 46 ans, cet homme au regard perçant et à la barbe soigneusement taillée incarne la figure du savant moderne. Ses leçons du mardi, données dans l'amphithéâtre bondé de l'hospice, attire tout le gratin médical européen qui vient admirer ses démonstrations spectaculaires sur les hystériques. Neurologues viennois, aliénistes londoniens, psychiatres berlinois, tous se pressent pour observer les méthodes révolutionnaires du Napoléon des névroses. Ces séances, véritables spectacles scientifiques, voient défiler sur l'estrade des femmes aux symptômes extraordinaires. Augustine, la star des hystériques, mime avec une perfection troublante les attitudes passionnelles que Charcot provoque par simple suggestion. Blanche Wittmann, surnommée la reine des hystériques, entre en transe à la moindre injonction de son maître, offrant aux spectateurs ébahis le spectacle de ses contractures et de ses catalepsies. Mais derrière cette façade scientifique respectée, derrière les applaudissements de l'assistance distinguée et les comptes rendus élogieux de la presse spécialisée, la Salpêtrière cache des pratiques que même les esprits les plus libres de l'époque auraient du mal à accepter. Dans les étages interdits au public, dans les salles aux portes constamment verrouillées, dans les caves profondes qui plongent leurs racines dans l'histoire même de Paris, se déroulent des expériences que la médecine officielle préfère ignorer. L'architecture même de l'hospice favorise ces activités clandestines. Ces multiples bâtiments, construits à différentes époques selon des plans parfois contradictoires, sont reliés par un labyrinthe de couloirs souterrains datant de l'époque de l'Arsenal. Ces galeries,
Initialement conçue pour transporter la poudre à canon en toute sécurité, serpente sur des kilomètres sous la surface, reliant caves, réserves, morgues et salles d'isolement. Certaines de ces voies souterraines, oubliées des plans officiels, ne figurent dans aucun registre administratif. Les caves voûtées, avec leurs murs épais de pierre de taille et leurs plafonds en arc-boutant, offrent une acoustique particulière qui absorbe les cris et étouffe les gémissements. Progressivement aménagées au fil des décennies, elles abritent désormais des salles d'isolement renforcées, des morgues annexes où s'accumulent les corps non réclamés, des laboratoires secrets équipés d'instruments chirurgicaux dernier cri et de dispositifs de contention perfectionnés. C'est dans cet univers souterrain, éclairé par de rares lampes à gaz, dont la flamme vacillante projette des ombres dansantes sur les voûtes humides, que s'exercent des pratiques que la médecine officielle préfère ignorer. Des expériences sur la douleur et la résistance humaine, des tests de nouveaux médicaments aux effets imprévisibles, des démonstrations anatomiques sur des sujets vivants, des séances d'hypnose poussées jusqu'aux limites de la conscience. Le feu s'était déclaré vers 3 heures du matin dans l'aile ouest de l'hospice, celle réservée aux incurables. Les flammes, d'une violence inouïe, avaient jailli simultanément de plusieurs points, comme si elles avaient été attisées par un combustible particulièrement inflammable. En moins d'1 heure, 3 étages furent ravagés, ne laissant aux malades aucune chance de s'échapper de leur chambre, dont les portes, selon le règlement de sécurité, étaient verrouillées chaque soir à 22 heures. Le capitaine Henri Dubois, chef de la compagnie de pompiers du 13e arrondissement, arriva sur les lieux vers 4 heures. Ce qu'il découvrit le marqua à vie. Un brasier d'une intensité exceptionnelle qui semblait se nourrir de lui-même. Des flammes qui montaient jusqu'à 30 mètres de haut. Une chaleur si intense qu'elle faisait fondre les gouttières de plomb à plus de 50 mètres de distance. Les cris des victimes, emprisonnées dans leurs cellules, avaient cessé depuis longtemps quand les premières lances à incendie purent enfin projeter leurs jets dérisoires sur cet enfer. Selon le rapport officiel, rédigé dans les heures suivantes par le commissaire Alphonse Bertrand, 73 femmes avaient péri dans l'incendie, la plupart asphyxiées dans leur sommeil. Une tragédie certes, mais hélas courante, dans ces établissements vétustes où l'éclairage à la chandelle côtoie des structures de bois centenaires, où les escaliers de service sont étroits et les issues de secours insuffisantes. L'enquête préliminaire attribua le sinistre à une chandelle mal éteinte dans la chambre d'une épileptique connue pour ses négligences. Pourtant, plusieurs détails troublants émaillaient cette version officielle. Des détails que seuls les professionnels du feu pouvaient remarquer et interpréter. D'abord, l'intensité exceptionnelle du brasier, qui avait consumé non seulement les structures en bois et les matelas de paille, mais aussi fait fondre certaines barres de fer des fenêtres et vitrifié partiellement les pierres de taille des murs porteurs. Cette température, évaluée à plus de 1200 degrés, dépassait largement ce qu'un incendie naturel pouvait produire dans un bâtiment de cette époque. Ensuite, la découverte dans les décombres de plusieurs bidons vides ayant contenu de l'essence de térébenthine, un produit normalement utilisé en petite quantité pour nettoyer le matériel médical et entretenir les parquets. La présence de ces contenants, dispersés dans différentes parties du bâtiment sinistré, suggérait un usage délibéré comme accélérant d'incendie. Mais qui aurait eu accès à de telles quantités de ce produit inflammable, et surtout, pourquoi? Plus troublant encore, l'état des victimes ne correspondait pas à celui qu'on aurait pu attendre dans un incendie ordinaire. Plusieurs corps présentaient des traces de liens aux poignets et aux chevilles, comme s'ils avaient été entravés avant le début du sinistre. D'autres montraient des signes d'agression physique antérieure aux brûlures, fractures récentes, hématomes, plaies incisées qui ne pouvaient s'expliquer par les effets du feu. Un détail que le rapport officiel attribua au mouvement de panique des victimes tentant d'échapper aux flammes. Enfin, et surtout, il y avait le témoignage troublant de Catherine Doyle. La fillette avait été trouvée recroquevillée dans un renfoncement de la cave, sous l'escalier principal menant aux cuisines. Ses vêtements de grosse toile brune étaient intacts, ses cheveux châtains à peine roussis par la fumée,
sa peau claire, sans la moindre trace de brûlure. Elle serrait contre sa poitrine un carnet de cuir noir, aux pages noircies d'une écriture fine et serrée, ainsi qu'une petite poupée de chiffon, aux yeux de boutons noirs. Quand le capitaine Dubois tenta de lui arracher le carnet pour l'examiner, Catherine leva vers lui ses grands yeux verts et déclara d'une voix claire, avec un léger accent irlandais, « Monsieur Dubois, votre épouse Marie-Claire sait-elle que vous venez ici tous les jeudis soirs pour regarder les démonstrations spéciales du docteur Fournier? Vous payez 20 francs à chaque fois et vous préférez les brunes aux blondes. » Le capitaine faillit s'étouffer. Comment cet enfant, qu'il n'avait jamais vu auparavant, pouvait-elle connaître le prénom de son épouse? Et surtout, comment savait-elle pour ses visites clandestines dans les sous-sols de la Salpêtrière, ces séances privées où certains notables parisiens venaient assouvir des penchants inavouables en observant les traitements expérimentaux infligés aux malades mentales les plus jeunes et les plus attrayantes? Ces soirées spéciales, organisées discrètement par le docteur Émile Fournier, adjoint de Charcot spécialisé dans les thérapies par stimulation physique, constituaient l'un des secrets les mieux gardés de la Salpêtrière. Moyennant finance, une clientèle triée sur le volet pouvait assister à des démonstrations qui n'avaient plus rien de scientifique. L'hypnose y servait à faire adopter aux patientes des postures et des comportements qui satisfaisaient les fantasmes des spectateurs, tandis que des examens médicaux particulièrement intrusifs étaient menés sous leurs yeux avides. Mais Catherine ne s'arrêta pas à cette première révélation. Avec un détachement effrayant pour son âge, ignorant les tentatives des adultes pour la faire taire, elle énuméra méthodiquement les noms de 12 personnalités parisiennes présentes lors de ces séances, précisa leurs habitudes particulières, leurs faiblesses, leurs secrets les plus intimes. Elle décrivit avec une précision clinique les sévices subis par certaines pensionnaires, nomma les médecins et infirmiers impliqués, détailla les sommes d'argent échangées et les méthodes de préparation des victimes. Son discours, d'une cohérence troublante, était émaillé de termes médicaux qu'aucun enfant de 8 ans ne devrait connaître. Elle parlait avec une aisance déconcertante de hystérie simulée, de catalepsie provoquée, d'anesthésie partielle par chloroforme, d'examen gynécologique approfondi et de thérapie par électrisation localisée. Ces descriptions anatomiques révélaient une connaissance du corps humain qui laissa bouche bée les médecins appelés sur les lieux. Plus troublant encore, Catherine semblait connaître l'identité et les habitudes de personnes qu'elle n'était censée avoir jamais rencontrées. Elle évoqua ainsi les préférences particulières du baron de Rothschild, les manies du député Gambetta, les perversions du banquier Pereire, détaillant pour chacun des anecdotes si précises et si compromettantes que leur véracité ne faisait aucun doute pour ceux qui connaissaient ces personnages. L'enquête officielle fut confiée au commissaire Alphonse Bertrand, un homme intègre mais prudent, qui comprit rapidement qu'il naviguait en eau dangereuse. Âgé de 58 ans, proche de la retraite et père de 6 enfants, Bertrand avait survécu aux purges de la Commune en gardant un profil bas et en évitant soigneusement de prendre parti dans les conflits politiques. Sa nomination à ce poste sensible n'était pas fortuite. Les autorités savaient pouvoir compter sur sa discrétion. Dès le lendemain de l'incendie, il reçut la visite discrète de 3 personnages influents dans son bureau exigu du commissariat du 13e arrondissement. Le docteur Charcot en personne s'était déplacé, accompagné du préfet de police Léon Renaud et d'un mystérieux homme en noir qui se présenta simplement comme représentant les intérêts de certaines familles concernées par cette malheureuse affaire. La conversation, qui dura moins d'une demi-heure, fut brève mais explicite. L'incendie était un accident. Point final. Les propos délirants de l'enfant, fruit évident d'un traumatisme psychologique majeur, ne devaient pas être pris au sérieux par un homme raisonnable. Une enquête trop poussée, des interrogatoires trop approfondis, risqueraient de nuire gravement à la réputation de l'hospice et par extension au prestige de la médecine française dans le monde entier. L'enjeu dépassait largement le cadre d'un simple fait divers. Il s'agissait de protéger l'honneur de la science nationale. Le commissaire Bertrand, père de familles nombreuses et soucieux de préserver ses dernières années de service,
comprit parfaitement le message. L'homme en noir glissa discrètement sur son bureau une enveloppe contenant 1000 francs, soit l'équivalent de 6 mois de son traitement, avec une promesse tacite de récurrence si l'affaire était classée rapidement et discrètement. Charcot, de son côté, fit miroiter la possibilité d'une décoration pour service rendu à la science, tandis que le préfet évoquait une mutation avantageuse dans un arrondissement plus calme pour les dernières années de sa carrière. Catherine fut immédiatement placée dans un orphelinat de la banlieue parisienne, l'institution Saint-Vincent de Paul, située à Neuilly-sur-Seine, officiellement pour la protéger des traumatismes liés à l'incendie et lui permettre de retrouver un équilibre psychologique dans un environnement apaisé. En réalité, cette mesure visait à l'éloigner des journalistes et des curieux qui commençaient à s'intéresser à son cas extraordinaire. L'orphelinat, dirigé par des religieuses strictes et habituées au silence, offrait les garanties de discrétion nécessaires. Car malgré les efforts conjugués des autorités pour étouffer l'affaire, des rumeurs persistantes circulaient déjà dans les milieux médicaux parisiens. Les étudiants en médecine, grands amateurs de ragots et de scandales, colportaient des versions déformées des révélations de Catherine. Les infirmières de la Salpêtrière, interrogées officieusement par leurs collègues d'autres établissements, confirmaient l'existence d'irrégularités dans le fonctionnement de certains services. Même les bourgeois parisiens, pourtant peu enclins au commérage, évoquaient à demi-mot des pratiques douteuses dans ce temple de la médecine moderne. Le docteur Édouard Toulouse, jeune neurologue de 28 ans fraîchement diplômé de la faculté et encore imprégné des idéaux de justice et de vérité de ses études, avait été particulièrement frappé par la précision troublante des accusations de Catherine. Contrairement à ses collègues plus établis, soucieux de leur carrière et de leur réputation, il décida de mener sa propre enquête discrète sur les activités réelles de la Salpêtrière. Ses premières recherches dans les archives de l'hospice, menées officiellement dans le cadre d'une étude statistique sur l'évolution des pathologies mentales, révélèrent des anomalies troublantes qui confirmaient partiellement les dires de l'enfant. Depuis 1868, soit depuis l'arrivée de Fournier comme adjoint de Charcot, près de 200 patientes avaient disparu des registres sans explication satisfaisante. Officiellement transférées dans d'autres établissements, ou décédées de mort naturelle, ces femmes présentaient toutes un profil similaire. Elles étaient jeunes, âgées de 16 à 30 ans, sans famille connue ou avec des familles trop pauvres pour s'inquiéter de leur sort, et diagnostiquées comme hystériques légères ou mélancoliques curables, c'est-à-dire des pathologies compatibles avec une apparence physique normale et attrayante. Leurs dossiers médicaux, quand ils existaient encore et n'avaient pas mystérieusement disparu, montraient une évolution paradoxale qui intrigua le jeune médecin. Des améliorations notables de leur état, documentées sur plusieurs semaines, suivies brutalement de détériorations soudaines justifiant des traitements expérimentaux d'urgence ou des transferts thérapeutiques. Ces retournements de situation trop nombreux pour être fortuits suggéraient une manipulation délibérée des diagnostics. Plus troublant encore, le docteur Toulouse découvrit par hasard, en consultant d'anciens plans d'architecture de l'hospice, l'existence de salles non répertoriées dans les inventaires officiels actuels. Ces espaces, aménagés dans les anciennes caves de l'Arsenal au fil des décennies, n'apparaissaient sur aucun document administratif récent. Selon les rares témoignages qu'il parvint à recueillir auprès d'anciens employés à la retraite, moyennant quelques francs et beaucoup de patience, ces salles servaient aux recherches avancées du docteur Fournier. Ces recherches, d'après les descriptions fragmentaires et souvent contradictoires qu'il put obtenir, dépassaient largement le cadre de la médecine légale. Il était question d'expériences sur la résistance à la douleur, de tests de nouveaux anesthésiants, d'études sur les réflexes sexuels féminins, de démonstrations anatomiques sur sujets vivants. Des pratiques qui, même à cette époque où la déontologie médicale était encore balbutiante, auraient scandalisé l'opinion publique si elles avaient été révélées. L'un de ses anciens employés, un gardien à la retraite nommé Auguste Lemaire, accepta finalement de parler plus librement, moyennant la promesse que son témoignage resterait anonyme. Ce qu'il révéla glaça le sang du jeune médecin.
des séances nocturnes, où des invités payants venaient assister à des expériences sur des patientes préalablement droguées, des démonstrations d'hypnose érotique, des examens médicaux qui n'avaient de médical que le nom, des enchères discrètes où les plus offrants pouvaient adopter temporairement certaines pensionnaires. Le carnet que Catherine serrait contre elle lors de sa découverte s'avéra être un document d'une importance capitale. Relié en cuir noir de bonne qualité, avec une fermeture métallique et des pages de papier vélin, il dénotait par sa facture soignée avec l'environnement misérable d'un hospice. Rédigé dans un mélange de français et d'anglais, avec de nombreux termes médicaux latins et des schémas anatomiques d'une précision troublante, il contenait ce qui ressemblait à un journal minutieux des activités clandestines de la salpêtrière. L'écriture, fine et appliquée malgré quelques tremblements révélateurs de la jeunesse de son auteur, couvrait intégralement 150 pages. Elle était organisée méthodiquement par date, avec des annotations en marge, des renvois internes et même un index sommaire des personnalités citées. Ce niveau d'organisation dépassait largement les capacités supposées d'un enfant de 8 ans, même précoce. Pourtant, interrogée longuement par plusieurs spécialistes, Catherine affirma avec constance l'avoir rédigé elle-même, recopiant méticuleusement les observations qu'elle avait pu faire durant les 6 mois précédant l'incendie. Elle expliquait, avec un détachement dérangeant, qu'elle avait vécu cachée dans les sous-sols de l'hospice, survivant grâce aux restes de nourriture abandonnés par les employés et observant les activités nocturnes par les nombreux trous et fissures des vieilles murailles. Son histoire personnelle, si elle était vraie, était stupéfiante. Catherine prétendait être arrivée à la Salpêtrière 6 mois plus tôt, en avril 1871, amenée par sa mère, une prostituée irlandaise nommée Bridget Doyle. Cette dernière, enceinte de 8 mois et souffrant de ce qui ressemblait à une tuberculose avancée, avait été admise dans l'aile des femmes perdues, un quartier spécialisé dans l'accueil des prostituées malades et des filles mères sans ressources. Brigide était morte en couche 3 jours après son arrivée, dans d'atroces souffrances que les doses limitées d'opium n'avaient pas réussi à soulager. L'enfant qu'elle portait fut officiellement déclaré mort-né, une pratique courante à l'époque pour éviter les complications administratives liées au nouveau-né abandonné. En réalité, selon Catherine, elle avait survécu mais avait été considérée comme trop faible pour justifier les soins nécessaires. Au lieu d'être emmenée à la morgue avec sa mère, elle avait été abandonnée dans une remise des sous-sols, vraisemblablement dans l'attente d'un décès rapide qui simplifierait les formalités. Mais Catherine avait survécu, nourrie secrètement par quelques employés compatissants qui ignoraient sa présence officielle dans l'établissement. Elle avait grandi dans l'ombre, apprenant à se déplacer silencieusement dans les couloirs souterrains, à éviter les rondes de surveillance, à se nourrir des déchets de cuisine. Cette version des faits était à la fois invérifiable et troublante. Aucun registre officiel ne mentionnait Bridget Doyle, mais les archives de cette période étaient notoirement lacunaires, surtout concernant les patientes de passage issues des classes les plus défavorisées. Les troubles de la commune avaient désorganisé tous les services administratifs et de nombreux documents avaient été perdus ou détruits lors des combats de rue. Plusieurs employés de l'hospice, interrogés discrètement par le docteur Toulouse, confirmaient néanmoins avoir remarqué des phénomènes inexpliqués, des disparitions mystérieuses de restes de nourriture, des bruits de pas dans les couloirs déserts la nuit, des portes retrouvées entr'ouvertes alors qu'elles avaient été soigneusement fermées la veille. L'un d'eux, un gardien nommé Pierre Mallette, admit même avoir parfois laissé traîner délibérément des morceaux de pain et des fruits abîmés, pensant nourrir les nombreux rats qui infestaient les caves, mais se doutant de la présence d'autres choses. Mais c'était surtout le contenu détaillé du carnet qui soulevait les vraies questions et confirmait l'existence d'activités criminelles au sein de l'hospice. Catherine y décrivait avec une précision médicale troublante l'organisation d'un véritable réseau de trafic d'êtres humains opérant sous couvert d'activités hospitalières. Selon ses observations minutieuses, certaines patientes,
officiellement décédées de maladie ou transférées dans d'autres établissements, étaient en réalité vendues à des particuliers fortunés qui les utilisaient comme domestiques non déclarés ou pour satisfaire des penchants moins avouables. Le processus était décrit étape par étape avec une froideur clinique. Les victimes étaient sélectionnées selon des critères précis: jeunesse, beauté physique, absence de famille, susceptibles de s'inquiéter de leur disparition, pathologie mentale légère compatible avec un dressage ultérieur. Une fois choisies, elles subissaient un traitement préparatoire, combinant l'usage de drogues nouvelles, importées des colonies, et des techniques d'hypnose perfectionnées par Charcot lui-même. Ces substances, principalement dérivées de l'opium et de certaines plantes tropicales, provoquaient un état de dépendance physique et de soumission psychologique qui rendait toute tentative d'évasion ou de rébellion pratiquement impossible. L'hypnose, détournée de ses applications thérapeutiques légitimes, permettait d'implanter dans l'esprit des victimes des automatismes comportementaux, des inhibitions et des compulsions qui facilitaient leur exploitation ultérieure. Une fois préparé, un processus qui durait généralement entre 2 et 4 semaines, selon la résistance du sujet, les femmes étaient discrètement évacuées de l'hospice par les tunnels souterrains. Ces galeries, reliées au réseau d'égouts parisien, permettaient de les conduire vers des points de transfert situés en dehors de l'enceinte officielle où les attendaient leurs futurs propriétaires ou leurs intermédiaires. Les sommes en jeu étaient considérables et révélaient l'ampleur du réseau. Catherine avait noté méticuleusement les tarifs pratiqués selon une grille tarifaire d'un cynisme glacial. 500 francs pour une domestique discrète, destinée aux tâches ménagères et disponible pour des services annexes. 1000 francs pour une compagne de divertissement, spécialisée dans la satisfaction des fantasmes bourgeois, jusqu'à 2000 francs pour les plus jeunes et les plus belles, destinés aux collectionneurs les plus fortunés et les plus pervers. Ces prix, astronomiques pour l'époque, s'expliquaient par les garanties offertes aux clients. Contrairement aux prostituées ordinaires ou aux domestiques légales, ces femmes ne pouvaient ni s'enfuir, ni témoigner, ni faire chanter leur maître. Leur dépendance chimique et psychologique était totale, leur identité officielle effacée, leur existence même niée par l'administration. Elles constituaient des esclaves parfaites dans une société qui se flattait d'avoir aboli l'esclavage. Une partie de ces sommes considérables revenait naturellement aux organisateurs directs du trafic, principalement Fournier, et une équipe restreinte de complices triés sur le volet. Mais une autre partie, soigneusement comptabilisée dans le carnet de Catherine, alimentait un fonds secret géré par Charcot lui-même pour financer ses recherches non officielles, celles qui ne pouvaient bénéficier des subsides de l'État ou des donations philanthropiques. La crédibilité troublante des accusations de Catherine commença à inquiéter sérieusement les autorités quand plusieurs familles parisiennes confirmèrent discrètement certains détails embarrassants mentionnés dans le carnet. Le scandale menaçait d'éclabousser non seulement la Salpêtrière, mais l'ensemble du système médical français, voire de remonter jusqu'aux plus hautes sphères de l'État. Le baron James de Rothschild, discrètement contacté par un émissaire du préfet de police, confirma à contre-cœur que certaines indiscrétions mentionnées par l'enfant correspondaient effectivement à des faits réels qu'il croyait connus de lui seul. Le député Léon Gambetta, interrogé officieusement par un collègue parlementaire, admit que ces habitudes particulières avaient effectivement pu être observées par un témoin indiscret lors de ses visites à l'hospice. Ces confirmations partielles, obtenues sous le sceau du secret le plus absolu, révélaient l'existence d'un réseau d'influence et de chantage qui dépassait largement le cadre médical. Catherine ne décrivait pas seulement des crimes crapuleux, mais un système organisé de corruption impliquant les élites politiques, financières et intellectuelles de la capitale. Le tournant décisif survint quand Catherine révéla l'existence d'un second carnet encore plus compromettant qu'elle prétendait avoir caché avant l'incendie. Ce document contenait selon elle la liste complète des clients du réseau, avec leurs noms véritables, leurs adresses exactes et leurs préférences spécifiques détaillées avec une précision chirurgicale.
Parmi ces noms figuraient plusieurs personnalités de premier plan dont la simple mention faisait trembler les fondements de la République naissante. Un ministre en exercice, Auguste Casimir Périer, y était décrit dans des situations compromettantes avec des mineurs. Ses goûts particuliers pour les très jeunes filles, détaillés avec une précision révoltante. 2 députés influents, Paul de Rémusat et Émile Olivier, apparaissaient comme clients réguliers des séances spéciales, leur perversion cataloguée avec la minutie d'un rapport médical. Un évêque, Monseigneur d'Arbois, était impliqué dans des pratiques qui auraient scandalisé même les esprits les plus libres de l'époque. Plus grave encore, plusieurs banquiers et industriels de premier plan figuraient dans ces listes infamantes. Les frères Pereire, magnat du chemin de fer, le baron Haussmann lui-même, architecte de la transformation de Paris, et même des membres de la famille impériale en exil. Leurs noms étaient accompagnés de détails si intimes, si précis sur leurs habitudes secrètes, que leur authenticité ne faisait aucun doute pour ceux qui les connaissaient personnellement. Pour prouver ces dires et contraindre les autorités à la prendre au sérieux, Catherine révéla l'emplacement exact de sa cachette secrète. Une niche dissimulée derrière la statue de Sainte Marguerite dans la chapelle de l'Hospice, miraculeusement épargnée par l'incendie. Cette cachette, expliqua-t-elle avec le détachement troublant qui la caractérisait, avait été creusée dans le mur de pierre par une ancienne pensionnaire, probablement une religieuse défroquée, et camouflée par un système de pierre mobile qu'elle avait découvert par hasard. Quand les autorités, poussées par la curiosité et l'inquiétude, fouillèrent discrètement l'endroit indiqué en présence du seul commissaire Bertrand, ils trouvèrent effectivement un second carnet de cuir rouge, plus volumineux encore que le premier, ainsi qu'une petite liasse de documents et de photographies qui glacèrent le sang des enquêteurs. Ces preuves matérielles confirmaient de manière accablante non seulement les accusations générales de Catherine, mais aussi les détails les plus sordides de son témoignage. Les photographies, visiblement prises clandestinement à l'aide d'un appareil dissimulé dans les sous-sols de la Salpêtrière, montraient plusieurs notables parisiens parfaitement reconnaissables en compagnie de femmes visiblement droguées et dans des postures sans équivoque. La qualité technique des clichés, leur netteté malgré les conditions difficiles d'éclairage souterrain, suggérait l'utilisation d'un matériel photographique perfectionné et l'intervention d'un opérateur expérimenté. Les documents écrits, rédigés de plusieurs mains différentes, détaillaient les services fournis avec la précision comptable d'un registre commercial. Chaque prestation était soigneusement répertoriée, nature exacte des actes demandés, identité de la prestataire, somme versée, date et durée de la séance. Certains reçus signés de noms prestigieux attestaient du paiement de sommes considérables pour des consultations médicales spécialisées, dont la nature réelle ne laissait aucun doute. Plus troublant encore, ces documents révélaient l'existence d'un système de chantage sophistiqué. Les clients les plus compromis, ceux dont les pratiques dépassaient les limites de la simple débauche bourgeoise, étaient discrètement fidélisés par la menace de révélation publique. Leurs noms figuraient sur une liste spéciale, accompagnée de la mention « protection spéciale » et de sommes versées mensuellement pour garantir leur tranquillité. Ce système de protection, organisé avec un cynisme remarquable, permettait aux organisateurs du réseau de s'assurer à la fois des revenus réguliers et de la complicité silencieuse de personnalités influentes. Plusieurs décisions politiques importantes, prises au cours des mois précédents, s'éclairaient d'un jour nouveau quand on les rapprochait de la liste des clients protégés. Des votes parlementaires surprenants, des nominations administratives inexpliquées, des marchés publics attribués dans des conditions douteuses prenaient soudain une cohérence inquiétante. La panique gagna littéralement les hautes sphères de l'État. Une réunion d'urgence fut organisée le soir même dans les appartements privés du préfet de police, dans le plus grand secret. Y participait Charcot, visiblement vieilli de 10 ans en quelques jours, Fournier, nerveux et suant malgré la fraîcheur automnale, le procureur de la République Thaïlande et 3 représentants officieux des familles les plus directement compromises.
L'atmosphère de cette réunion clandestine était pesante. Chacun mesurait l'ampleur du désastre qui menaçait. Ce n'était plus seulement la réputation de la Salpêtrière qui était en jeu, mais la stabilité même du régime républicain naissant. Un scandale de cette ampleur, impliquant tant de personnalités de premier plan, risquait de provoquer une crise politique majeure dont les ennemis de la République ne manqueraient pas de profiter. La décision fut unanime, prise après 3 heures de délibération tendue. Catherine Doyle représentait un danger mortel qui devait être neutralisé à tout prix par tous les moyens nécessaires. Son témoignage, ses carnets, son existence même devaient être effacés de l'histoire officielle. L'enfant qui en savait trop ne pouvait pas être autorisé à parler davantage. Officiellement, la solution retenue fut l'internement psychiatrique. Catherine serait déclarée aliénée mentale précoce, victime d'un délire hallucinatoire consécutif au traumatisme de l'incendie. Le diagnostic fut établi en urgence par le docteur Auguste Morel, psychiatre réputé et complice de longue date des activités douteuses de Charcot. Son rapport médical, rédigé en une nuit et antidaté pour paraître antérieur aux révélations, certifiait que Catherine souffrait d'hallucinations chroniques et de délires de persécution typiques de la démence précoce. Ce diagnostic, parfaitement plausible pour l'époque où la psychiatrie infantile balbutiait encore, permettait de disqualifier définitivement son témoignage. Une enfant officiellement folle ne pouvait être crue, ces accusations devenant les fantasmes d'un esprit dérangé. Elle serait transférée dans un établissement spécialisé situé en province, loin de Paris et des journalistes, où elle pourrait être surveillée en permanence. Mais Catherine, malgré son jeune âge, possédait une intelligence remarquable et une intuition développée par des mois de vie clandestine. Elle avait perçu les signes avant-coureurs de sa mise à l'écart définitive. Les regards échangés entre les adultes, les chuchotements interrompus à son approche, l'attitude de plus en plus distante des religieuses de l'orphelinat. Elle comprit que sa survie dépendait de sa capacité à échapper au piège qui se refermait sur elle. La veille de son transfert programmé vers l'asile de province, Catherine réussit un coup de maître. Elle parvint à convaincre sœur Bénédicte Moreau, une jeune religieuse troublée par son histoire et révoltée par l'injustice de son sort, de l'aider à s'échapper. Cette femme de 25 ans, entrée en religion par vocation sincère mais choquée par les compromissions qu'elle découvrait dans l'institution, accepta de sacrifier sa propre sécurité pour sauver cet enfant qu'elle considérait comme innocente. Leur évasion fut minutieusement préparée. Sœur Bénédicte utilisa ses économies personnelles pour acheter des billets de train et des vêtements civils pour Catherine. Elle établit un itinéraire complexe, passant par Lyon puis Marseille, dans l'espoir de gagner l'Angleterre où Catherine prétendait avoir une tante maternelle, dernière sœur survivante de Bridget Doyle, établie comme domestique dans une famille bourgeoise londonienne. Mais avant de fuir, Catherine eut la présence d'esprit de mettre en œuvre une ultime stratégie de protection. Elle dicta à sœur Bénédicte, qui possédait une belle écriture de couvente, une série de lettres détaillées contenant les révélations les plus compromettantes de ses carnets. Ces missives, adressées aux rédactions de plusieurs journaux parisiens et européens, furent expédiées par la poste le matin même de leur départ, avec instruction de ne les ouvrir qu'en cas de disparition ou de mort suspecte de leur auteur. Cette précaution, inspirée par un instinct de survie remarquable chez une enfant de cet âge, constituait une assurance-vie redoutable. Catherine transformait ainsi sa propre existence en garantie. Tant qu'elle resterait en vie et libre, ses révélations demeureraient secrètes. Mais sa disparition déclencherait automatiquement un scandale dont l'ampleur dépasserait tout ce que ses persécuteurs pouvaient imaginer. Leur fuite déclencha une véritable chasse à l'homme orchestrée avec des moyens considérables. Des télégrammes urgents furent expédiés dans toute la France, décrivant Catherine comme une dangereuse démente en fuite, représentant un péril pour l'ordre public, et devant être ramenée à Paris dans les plus brefs délais. Des détectives privés, financés par les familles compromises, furent engagés pour ratisser méthodiquement les ports, les gares et les hôtels de toutes les grandes villes. L'étau se resserrait inexorablement sur les deux fugitives. Leur signalement, diffusé à tous les services de police, rendait leur déplacement de plus en plus difficile.
Sœur Bénédicte, habituée à la vie conventuelle et peu expérimentée dans l'art de la clandestinité, commettait des erreurs qui facilitaient leur repérage. Leur argent s'amenuisait rapidement, les obligeant à accepter des hébergements de plus en plus précaires et risqués. Catherine et sœur Bénédicte furent finalement rattrapées dans un petit hôtel miteux du vieux port de Marseille, 3 jours après leur fuite de Paris. L'établissement, tenu par un ancien bagnard peu regardant sur l'identité de sa clientèle, leur avait offert un refuge temporaire en échange de leurs derniers francs. Mais la prime considérable promise pour leur capture avait eu raison de la discrétion du tenancier, qui les dénonça à la police locale. L'arrestation, menée par une équipe de détectives parisiens dépêchés spécialement pour l'occasion, tourna immédiatement au drame. Sœur Bénédicte, comprenant qu'elle serait accusée de complicité d'évasion et vraisemblablement condamnée à plusieurs années de prison ou internée de force dans un asile, fut prise d'une crise de panique. Dans un moment de désespoir absolu, voyant sa vie religieuse détruite et son avenir anéanti, elle se précipita vers la fenêtre de leur chambre au 3e étage. Sa chute, sur les pavés inégaux du quai du port, fut fatale. Elle mourut sur le coup, le crâne fracassé, sous les yeux horrifiés de Catherine qui comprit instantanément que ce suicide arrangeait parfaitement ses persécuteurs. La mort de sœur Bénédicte, officiellement classée comme suicide d'une religieuse déséquilibrée, ayant cédé à un accès de folie mystique, éliminait d'un coup le principal témoin pouvant confirmer l'histoire de Catherine et la cohérence de ses accusations. Ramenée à Paris sous escorte renforcée, menottée comme une criminelle dangereuse malgré son âge, Catherine fut immédiatement internée dans l'asile de Charenton, établissement psychiatrique situé en banlieue et réputé pour la sévérité de ses méthodes de traitement. Le diagnostic officiel, établi par une commission de 3 psychiatres complaisants, était sans appel. Démence précoce avec hallucinations paranoïaques, mythomanie chronique et tendances à la violence, nécessitant un internement de longue durée dans un environnement sécurisé. Ce diagnostic médical, rendu public par la presse complice, ruinait définitivement la crédibilité de ses accusations. Comment croire les divagations d'une enfant officiellement reconnue folle par la science médicale? Ces révélations devenaient automatiquement les fantasmes délirants d'un esprit dérangé. S'écarnaient les productions graphiques d'une imagination malade nourrie de lectures malsaines. L'internement à Charenton était présenté comme un acte de compassion envers une malheureuse victime des traumatismes de l'incendie. En réalité, il s'agissait d'une mise au secret définitive dans un environnement totalement contrôlé. Tout contact avec l'extérieur fut interdit à Catherine, officiellement pour préserver sa santé mentale fragile des stimulations néfastes. Elle fut placée dans une cellule individuelle du quartier des Agités, surveillée en permanence par des gardiens spécialement choisis pour leur loyauté et leur discrétion. Pendant ce temps, les lettres de Catherine commençaient à produire leurs effets dévastateurs dans les rédactions européennes. Le délai de sécurité qu'elle avait imposé étant écoulé depuis sa capture, les journaux destinataires ouvrirent simultanément les enveloppes qu'elle avait fait expédier. Le contenu de ces missives provoqua un véritable séisme dans le monde médiatique. Le Figaro, dirigé par Hippolyte de Villemessant, publia un premier article prudent mais explosif sur les irrégularités graves constatées dans certains hôpitaux parisiens. Sans citer directement de nom, le journal évoquait des pratiques contraires à l'éthique médicale et des détournements de la mission hospitalière à des fins commerciales illégales. L'article, rédigé avec la prudence juridique nécessaire, n'en était pas moins dévastateur dans ses implications. Le Times de Londres se montra plus audacieux, protégé par sa situation géographique et juridique. Le quotidien britannique fit état de rumeurs persistantes et troublantes concernant un scandale médical de grande ampleur à Paris, impliquant des personnalités de premier plan dans des activités criminelles organisées. L'article mentionnait explicitement l'existence de preuves documentaires et photographiques, attestant de pratiques révoltantes dans un prestigieux hôpital français. D'autres journaux européens emboîtèrent le pas, chacun apportant sa pierre à l'édifice accusateur. La Gazette de Vienne évoqua des témoignages accablants sur la corruption du système médical français,
Le Corriere della Sera de Milan publia des révélations sur un réseau de traite d'êtres humains opérant sous couvert médical. La presse européenne, moins soumise aux pressions politiques françaises, révélait progressivement l'ampleur du scandale. Cette pression médiatique internationale força les autorités françaises à réagir pour sauver la face. Une commission d'enquête officielle fut constituée dans l'urgence, présidée par le docteur Paul Broca, anatomiste respecté et réputé indépendant des milieux compromis. Cette commission, composée de 7 membres choisis pour leur probité supposée, avait officiellement pour mission d'examiner de manière impartiale les accusations portées contre l'hospice de la Salpêtrière et de rétablir la vérité scientifique. Mais cette commission, malgré les apparences d'indépendance, était en réalité soigneusement verrouillée. Ses membres, tous médecins appartenant au même milieu social et professionnel que les accusés, partageaient les mêmes intérêts corporatistes et les mêmes préjugés de classe. Aucun juriste, aucun représentant de la société civile, aucune personnalité extérieure au monde médical n'y siégeait pour apporter un regard différent. Les travaux de cette commission, menés avec un semblant de rigueur scientifique, furent orientés dès le départ vers la conclusion souhaitée par les autorités. Les témoignages favorables à Catherine furent écartés comme peu fiables, les preuves matérielles minimisées comme insuffisantes, les anomalies constatées dans les registres attribuées à de simples négligences administratives sans portée criminelle. Le rapport final, publié en grande pompe en mars 1872 après 3 mois d'une enquête de façade, lavait entièrement la Salpêtrière de tout soupçon. L'incendie était confirmé comme purement accidentel. Les accusations de Catherine classées définitivement comme délires hallucinatoires d'une enfant gravement traumatisée par les événements. L'honneur de la médecine française était officiellement sauf, l'affaire définitivement close. Catherine Doyle disparut des registres officiels de l'asile de Charenton en juin 1872, 6 mois exactement après l'incendie de la Salpêtrière. Selon la version officielle, soigneusement consignée dans les archives médicales, elle avait succombé à une fièvre cérébrale foudroyante qui avait emporté plusieurs pensionnaires de l'établissement durant le printemps particulièrement humide de cette année-là. Cette fièvre cérébrale, diagnostic médical vague et commode de l'époque, permettait d'expliquer tout décès embarrassant sans entrer dans des détails trop précis. Le certificat de décès, signé par le docteur Alphonse Dagonet, directeur médical de Charenton, mentionnait une inflammation aiguë des méninges avec délire terminal, ayant entraîné la mort en 48 heures, malgré les soins dévoués du personnel soignant. Pourtant, plusieurs détails troublants entouraient cette mort officielle, des détails que seule une enquête approfondie aurait pu mettre au jour. D'abord, aucun des 3 médecins de l'asile ne put présenter de dossier médical détaillé justifiant l'évolution clinique décrite. Les notes quotidiennes sur l'état de Catherine, normalement tenues avec rigueur pour tous les pensionnaires, présentaient des lacunes inexpliquées dans les jours précédant son décès supposé. Ensuite, Auguste Lemoine, le gardien spécialement affecté à la surveillance de Catherine, affirma confidentiellement à sa femme n'avoir jamais vu la fillette présenter les symptômes caractéristiques de la fièvre cérébrale, ni forte température, ni raideur de la nuque, ni délire incohérent. Jusqu'au dernier jour où il l'avait vue, Catherine lui avait paru en parfaite santé physique, conservant cette lucidité troublante qui l'avait toujours caractérisée. Enfin, et surtout, le registre des décès de Charenton comportait une curieuse anomalie que remarqua par hasard un employé administratif méticuleux. La date de décès de Catherine avait été visiblement surchargée. L'encre plus récente se détachait nettement sur le papier jauni, comme si cette date avait été modifiée après coup pour faire coïncider la mort officielle avec un événement particulier. Ces incohérences, soigneusement étouffées par la hiérarchie de l'asile, alimentèrent des rumeurs persistantes selon lesquelles Catherine aurait en réalité été évacuée discrètement de l'établissement. Certains évoquaient un transfert secret vers un établissement étranger, d'autres, une adoption clandestine par une famille complice. Quelques-uns même, une élimination physique pure et simple, maquillée en décès naturel.
Des témoignages fragmentaires et invérifiables donnaient crédit à ces hypothèses. Un cheminot de la gare de Lyon prétendait avoir vu embarquer clandestinement une fillette correspondant au signalement de Catherine dans un train de nuit à destination de la Suisse. Un douanier de Calais évoquait le passage suspect d'une enfant accompagnée d'une femme en noir vers l'Angleterre. Un prêtre irlandais de Londres mentionnait l'arrivée mystérieuse d'une orpheline française dans sa paroisse. La vérité sur le sort réel de Catherine Doyle ne fut jamais établie de manière définitive. Mais les conséquences de ces révélations se firent sentir bien au-delà de sa disparition officielle, provoquant des répercussions en chaîne qui ébranlèrent durablement l'establishment parisien. Plusieurs personnalités citées dans ces carnets connurent des revers de fortune inexpliqués qui ressemblaient fort à des vengeances orchestrées. Le ministre Auguste Casimir Périer fut contraint de démissionner en urgence suite à un scandale financier opportunément révélé par un journal d'opposition. Des irrégularités comptables, pourtant anciennes et relativement mineures, furent soudain portées sur la place publique avec un timing parfait qui suggérait une manipulation. Sa carrière politique, promise au plus haut sommet, s'acheva dans l'opprobre et l'oubli. Deux des députés compromis, Paul de Rémusat et Émile Ollivier, perdirent leur siège aux élections législatives suivantes, victimes de campagnes de dénigrement anonymes mais terriblement efficaces. Des tracts mystérieux, distribués massivement dans leurs circonscriptions, évoquaient leurs mœurs dissolues et leur fréquentation douteuse sans jamais mentionner explicitement la salpêtrière. L'effet n'en fut que plus dévastateur sur leur réputation. Monseigneur d'Arbois, l'évêque compromis, connut un sort plus tragique encore. Capturé par les communards lors des derniers soubresauts de la commune, il fut exécuté comme otage en mai 1871. Certains murmuraient que son assassinat, officiellement politique, avait peut-être été facilité par des complicités intéressées à son silence définitif. Une mort qui arrangeait trop de monde pour être entièrement fortuite. Le docteur Émile Fournier, cerveau supposé du réseau criminel, quitta discrètement la Salpêtrière au printemps 1872 pour accepter un poste dans un hôpital de province. Officiellement, il s'agissait d'une promotion flatteuse, la direction d'un établissement thermal dans les Pyrénées où il pourrait développer ses recherches sur l'hydrothérapie. En réalité, cet exil doré constituait une mise à l'écart négociée pour éviter de plus graves ennuis. Mais Fournier ne profita pas longtemps de cette retraite dorée. Il mourut dans des circonstances troubles 2 ans plus tard, officiellement d'une crise cardiaque foudroyante alors qu'il prenait les eaux dans son propre établissement. Les témoins de ces derniers moments évoquèrent pourtant des symptômes qui évoquaient davantage un empoisonnement. Convulsions violentes, vomissements sanglants, agonie prolongée. Une autopsie fut demandée par sa famille, mais le corps avait déjà été inhumé et les autorités locales refusèrent l'exhumation. Charcot lui-même, malgré sa stature scientifique internationale, ne sortit pas indemne de l'affaire. Il conserva certes sa position officielle et sa réputation publique, protégé par son génie médical incontestable et ses appuis politiques. Mais ces célèbres démonstrations publiques du mardi cessèrent brutalement sans explication, privant l'hospice d'une source de prestige et de revenus considérables. Plus discrètement, l'accès au sous-sol de l'hospice fut définitivement interdit à toute personne extérieure au service médical. Les galeries souterraines furent murées, officiellement pour des raisons de sécurité structurelle, et de nombreux anciens employés furent discrètement remerciés ou mutés vers d'autres établissements. Une purge silencieuse élimina tous les témoins potentiels des activités passées. L'hospice de la Salpêtrière continua naturellement de fonctionner, mais son organisation fut profondément remaniée dans l'ombre. De nouveaux règlements, particulièrement stricts, limitèrent drastiquement les visites extérieures et imposèrent un contrôle renforcé de tous les mouvements de patients. Les admissions furent centralisées sous l'autorité directe du médecin-chef, les transferts soumis à autorisation préfectorale, les décès systématiquement vérifiés par une commission ad hoc, les carnets de Catherine, ces documents extraordinaires qui avaient failli provoquer un scandale national,
disparurent mystérieusement des scellés de la justice parisienne. Selon la version officielle, diffusée discrètement dans les milieux autorisés, ils avaient été détruits par accident lors d'un incendie des archives préfectorales survenu opportunément pendant l'été 1872. Mais certains initiés, ceux qui gravitaient dans les cercles les plus fermés du pouvoir, murmuraient une version différente. Ces documents compromettants reposeraient désormais dans les coffres-forts privés de quelques familles influentes, conservés comme assurance-vie contre d'éventuelles révélations futures ou tentatives de chantage. Une épée de Damoclès invisible suspendue au-dessus de leur tête, garantissant leur discrétion éternelle sur cette affaire. L'histoire de Catherine Doyle sombra progressivement dans l'oubli organisé. Les journaux cessèrent d'évoquer l'affaire, découragés par les pressions discrètes mais efficaces des autorités et par la lassitude de leurs lecteurs face à une histoire sans conclusion claire. Les témoins potentiels furent soit achetés par des pensions généreuses, soit intimidés par des menaces voilées, soit opportunément écartés de Paris par des mutations administratives. En quelques années à peine, il ne resta plus trace officielle de cette fillette aux révélations impossibles et de ses accusations dévastatrices. Les archives furent épurées, les témoignages oubliés, les preuves dispersées. Seul subsistait, dans quelques mémoires troublées et quelques consciences coupables, le souvenir de ces yeux verts d'enfant qui en savaient trop sur les secrets les mieux gardés de Paris. Pourtant, dans les milieux médicaux parisiens, certains continuaient de chuchoter quand la conversation abordait les mystères non résolus de leur profession. Des jeunes médecins, fraîchement diplômés et encore idéalistes, évoquaient parfois l'existence de documents cachés, de témoignages étouffés, de preuves dissimulées dans les archives secrètes de grandes familles. Ils parlaient, à voix basse et loin des oreilles indiscrètes, d'une enfant qui en savait trop, d'un réseau criminel qui avait failli être démasqué, d'une vérité si dérangeante qu'elle avait dû être enterrée avec ceux qui la détenaient. Car la question demeure aujourd'hui encore plus troublante que jamais, défiant la logique et la raison. Comment Catherine Doyle, fillette de 8 ans sans éducation formelle ni contacts extérieurs, avait-elle pu accumuler des connaissances si précises sur les activités secrètes de l'un des plus prestigieux hôpitaux de France ? Comment avait-elle pu nommer avec exactitude des personnalités qu'elle n'était censée avoir jamais rencontrées, détailler leurs habitudes intimes, leurs faiblesses secrètes, leurs perversions cachées? Comment avait-elle pu décrire avec une précision de spécialiste des pratiques médicales que même les médecins de l'époque connaissaient mal? D'où lui venait cette maîtrise du vocabulaire technique, cette compréhension des enjeux politiques et financiers, cette connaissance de l'anatomie humaine qui stupéfiait les professionnels? Quel enfant de cet âge pouvait comprendre et retranscrire les mécanismes complexes d'un réseau criminel impliquant les plus hautes sphères de l'État? Les sceptiques, ceux qui refusent d'envisager l'impossible, évoquent diverses explications rationnelles. L'imagination exceptionnellement fertile d'une enfant traumatisée, la manipulation habile par des adultes malveillants, cherchant à nuire à leurs ennemis, la coïncidence troublante de révélations partiellement exactes, mais déformées par la rumeur publique. Ces hypothèses, séduisantes par leur logique, peinent pourtant à expliquer la cohérence d'ensemble du témoignage de Catherine et la précision de détails invérifiables par d'autres moyens. D'autres observateurs, plus troublés par les zones d'ombre de cette affaire, s'interroge sur la possibilité que Catherine ait bénéficié d'informations transmises par un complice adulte resté dans l'ombre. Un employé de la Salpêtrière révolté par ce qu'il observait, un médecin en rupture avec ses collègues, un ancien patient témoin des horreurs commises, auraient pu utiliser cet enfant comme porte-voix pour révéler ce qu'il n'osait dénoncer directement. Cette hypothèse expliquerait la précision technique de ces révélations tout en préservant la vraisemblance de l'histoire. Mais elle soulève à son tour de nouvelles questions. Pourquoi choisir une enfant si jeune pour porter de telles accusations? Comment ce mystérieux complice aurait-il pu rester invisible pendant toute l'affaire? Et surtout, qu'est-il devenu après la disparition de Catherine? Mais ceux qui eurent entre leurs mains les carnets de Catherine avant leur mystérieuse disparition, ces rares privilégiés qui purent examiner de près ces documents troublants,
gardent un souvenir indélébile de leur contenu. Ils se rappellent cette écriture enfantine mais précise, ces dessins anatomiques d'une exactitude troublante, ces observations comportementales d'une finesse psychologique extraordinaire pour une fillette de 8 ans. Ils se souviennent surtout de cette impression dérangeante que procurait la lecture de ces pages, celle d'un témoignage direct, vécu de l'intérieur, porté par une authenticité qui ne pouvait être feinte. Ces hommes, pourtant rompus aux manipulations et aux mensonges de leur époque, juraient avoir ressenti, en lisant Catherine, une vérité brute, dérangeante, impossible à contrefaire. L'incendie de la salpêtrière qui avait révélé l'existence de Catherine avait-il vraiment été accidentel? Cette question continue de hanter les spécialistes de l'histoire médicale parisienne. Les circonstances du sinistre, sa violence exceptionnelle, la découverte de bidons d'essence de térébenthine, l'état suspect de certaines victimes suggèrent une action délibérée. Mais qui avait intérêt à détruire cette aile de l'hospice? Et pourquoi prendre le risque de tuer 73 innocentes pour effacer des preuves? Certains historiens avancent l'hypothèse que l'incendie visait précisément à éliminer Catherine, devenue trop dangereuse pour la survie du réseau. Mais comment les organisateurs auraient-ils pu savoir qu'une fillette vivait cachée dans les sous-sols? Et pourquoi prendre un risque si disproportionné alors que des méthodes plus discrètes existaient pour faire disparaître une enfant sans famille? D'autres suggèrent au contraire que l'incendie était l'œuvre d'un vengeur anonyme, peut-être un ancien complice retourné contre ses associés, peut-être un parent d'une victime du réseau. Cette hypothèse expliquerait la violence du geste et son aspect spectaculaire, destiné à attirer l'attention sur les crimes commis. Mais elle n'éclaire pas les circonstances de la survie miraculeuse de Catherine au cœur de ce brasier infernal. La question la plus troublante reste celle des capacités exceptionnelles de Catherine elle-même. Cette enfant avait-elle réellement vécu cachée pendant 6 mois dans les sous-sols de la salpêtrière, témoin silencieux de crimes innommables, survivant grâce aux déchets et développant une compréhension précoce des mécanismes les plus sombres de la nature humaine? Ou bien son histoire cachait-elle des zones d'ombre que l'histoire officielle a préféré taire pour des raisons qui nous échappent encore? Car il faut reconnaître que l'explication officielle de ses capacités, l'observation patiente d'une enfant exceptionnellement intelligente, peine à convaincre entièrement. Comment une fillette de 8 ans, même douée, aurait-elle pu comprendre les enjeux financiers complexes du réseau, saisir les implications politiques des chantages exercés, maîtriser le vocabulaire médical spécialisé nécessaire à ces descriptions? Comment aurait-elle pu, surtout, conserver une lucidité parfaite face aux horreurs qu'elle prétendait avoir observées? La plupart des adultes auraient été traumatisés à vie par de tels spectacles. Catherine, elle, les décrivait avec un détachement clinique qui évoquait davantage l'attitude d'un scientifique expérimenté que celle d'une enfant terrifiée. Cette froideur troublante dans ses témoignages constituait peut-être l'aspect le plus dérangeant de son cas. Était-elle le produit d'une enfance si terrible qu'elle avait développé prématurément des mécanismes de défense psychologique exceptionnels? Ou bien cette apparente insensibilité masquait-elle autre chose, une nature particulière que les connaissances de l'époque ne permettaient pas de comprendre? Les rares personnes qui eurent l'occasion de s'entretenir longuement avec Catherine avant son internement s'accordaient sur un point. Cet enfant possédait une maturité, une compréhension du monde et des êtres humains qui dépassait largement son âge apparent. Ces analyses psychologiques des personnalités qu'elle décrivait révélaient une finesse d'observation et une capacité de déduction qui auraient honoré un enquêteur chevronné. Mais cette précocité intellectuelle exceptionnelle s'accompagnait d'une fragilité émotionnelle évidente. Catherine ne pleurait jamais, ne riait que rarement, semblait détachée des plaisirs et des peines ordinaires de l'enfance, comme si les épreuves qu'elle avait traversées avaient brûlé en elle la part d'innocence et d'insouciance qui caractérise normalement son âge. Cette dualité troublante entre intelligence prématurée et sensibilité émoussée intriguait ceux qui l'approchaient. Était-ce le prix à payer pour une lucidité si précoce? Ou bien Catherine cachait-elle, derrière cette façade contrôlée, des blessures plus profondes que ce qu'elle laissait paraître,
Aujourd'hui encore, plus d'un siècle et demi après ces événements, l'affaire Catherine Doyle continue de fasciner historiens et spécialistes de l'histoire médicale. Des chercheurs tentent régulièrement de retrouver des traces de son passage, des documents oubliés, des témoignages de seconde main qui pourraient éclairer d'un jour nouveau cette histoire extraordinaire. Certains prétendent avoir identifié des indices de sa survie dans les archives britanniques ou irlandaises. D'autres évoquent des manuscrits inédits, des correspondances privées, des mémoires de famille qui mentionneraient son nom. Mais ces pistes, systématiquement explorées, ne mènent jamais à des preuves tangibles. Comme si Catherine Doyle avait été effacée de l'histoire avec une efficacité qui défie le temps. Cette efficacité même dans la dissimulation pose question. Faire disparaître si complètement toute trace d'une existence, même à l'époque où les moyens de communication étaient limités, nécessitait des moyens considérables et des complicités étendues. Qui possédait un tel pouvoir? Et pourquoi l'exercer avec tant de détermination contre une simple enfant? La réponse réside peut-être dans l'ampleur même des révélations de Catherine. Si ces accusations étaient exactes, elles impliquaient un réseau criminel d'une envergure exceptionnelle, touchant les plus hautes sphères de la société française. La survie de ce réseau dépendait de l'élimination complète de tout témoin, de toute preuve, de tout souvenir gênant. Mais alors, comment expliquer que certains éléments de l'histoire de Catherine aient survécu jusqu'à nous? Comment se fait-il que des fragments de son témoignage, des bribes de ses révélations, des échos de son existence, continuent de circuler dans les milieux spécialisés? Serait-ce que ces persécuteurs, malgré leur puissance, n'ont pas réussi à effacer entièrement sa trace? Ou bien faut-il envisager une hypothèse plus troublante encore? Que certains éléments de l'histoire de Catherine ont été délibérément préservés, conservés comme témoignages pour la postérité par des consciences qui refusaient de voir la vérité entièrement ensevelie, des hommes et des femmes qui, malgré les risques, ont choisi de transmettre discrètement des fragments de cette histoire exceptionnelle. Cette transmission clandestine expliquerait pourquoi l'histoire de Catherine nous parvient aujourd'hui sous forme fragmentaire, mélange de faits avérés et de légendes, de témoignages précis et de rumeurs déformées. Chaque intermédiaire aurait ajouté sa propre interprétation, ses propres doutes, ses propres embellissements, jusqu'à créer cette version composite qui nous trouble par sa cohérence d'ensemble malgré ses incertitudes de détail. Car au final, peu importe peut-être que tous les éléments de l'histoire de Catherine soient littéralement exacts. L'essentiel réside dans ce qu'elle révèle de son époque. L'existence possible de réseaux criminels protégés par leur position sociale, l'exploitation des plus vulnérables par les plus puissants, la corruption d'institutions respectées au service d'intérêts privés inavouables. Ces réalités sombres, que l'histoire officielle préfère souvent passer sous silence, trouvent dans l'histoire de Catherine Doyle une illustration saisissante. Qu'elle soit entièrement vraie ou partiellement légendaire, cette histoire nous confronte à des questions dérangeantes sur la nature humaine et les mécanismes du pouvoir qui restent d'une actualité troublante. Vous qui nous avez écoutés jusqu'au bout de cette enquête troublante, qu'en pensez-vous? Catherine Doyle était-elle réellement cette fillette exceptionnelle qui avait su percer les secrets d'un réseau criminel opérant au cœur de la médecine parisienne? Ou bien son histoire cache-t-elle des zones d'ombre, des explications alternatives, des vérités que notre époque même ne serait pas prête à entendre? Les éléments que nous avons rassemblés vous paraissent-ils suffisants pour établir la réalité de ces événements extraordinaires? Ou bien demeurez-vous sceptique face à ce qui pourrait n'être qu'une légende urbaine particulièrement élaborée, nourrie de faits réels mais amplifiée par l'imagination populaire? Si cette histoire vous a glacé le sang et fait naître en vous cette question troublante qui caractérise les meilleures énigmes historiques, et si c'était vrai, alors likez cette vidéo et dites-nous en commentaire ce que vous croyez vraiment. Catherine Doyle a-t-elle existé? Ces révélations correspondaient-elles à une réalité historique? Et si oui, que nous apprennent-elles sur les secrets enfouis de notre passé? Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires oubliées qui questionnent la version officielle de l'histoire.
et partagez cette enquête avec tous ceux qui, comme vous, s'interrogent sur les mystères non résolus de notre patrimoine. Car parfois, la vérité la plus troublante est celle que personne ne veut entendre, et les témoins les plus précieux sont ceux que l'histoire officielle a choisi d'oublier.